Bonjour à tous et bienvenue à ce 25e épisode d'Aider en évolution. Aujourd'hui, nous recevons Amanda Fakii, consultante en rhétorique et en affaires publiques, pour discuter de la rhétorique trumpienne et de la rhétorique utilisée par les candidats au sein de la course électorale au Canada pour déterminer qui sera le prochain premier ministre et formera le prochain gouvernement. Je vous demanderai aussi, bien sûr, l'inévitable, abonner, partager, commenter aussi. Ça serait grandement apprécié. C'est la forme de rémunération principale d'un balado comme celui-ci. Mais aussi, j'aimerais vous mentionner que je vais lancer mon compte Substack. Vous trouverez un lien dans les commentaires de cet épisode. Au sein du compte Substack, vous aurez accès non seulement aux épisodes d'Aider en évolution, mais aussi mes chroniques radio, mes textes exclusifs, des notifications lors de la publication également de mon balado en anglais nommé The Next Decade. Et puis également des sessions de questions-réponses avec moi-même. Et les membres de mon Substack aussi pourront me suggérer des invités potentiels. Donc, sur ceci, bonne écoute! Et bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode d'Idées en évolution. Aujourd'hui, nous recevons Amanda Fakii, consultante en affaires publiques et en rhétorique et fondatrice de Tenet Stratégie, firme conseil spécialisé en affaires publiques et rhétorique également. Madame Fakii, bonjour. Bonjour Phil, merci de m'accueillir. Un plaisir. Aujourd'hui, on parle de rhétorique, donc dans vos champs d'expertise. On va commencer avec la rhétorique trumpienne. On ne peut éviter le donade, comme on dit. Trump est connu pour sa communication, pour son style, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs. Comment qualifier le style rhétorique de Donald Trump, particulièrement lors de la dernière campagne électorale, mais surtout au courant des dernières semaines et en particulier vis-à-vis du Canada? Oui, alors c'est une rhétorique populiste, une rhétorique qui repose sur l'opposition binaire entre l'élite et le peuple, entre les Américains patriotes et les traîtres. C'est un style qui est très simpliste. Qu'on entend les discours de Trump, on a l'impression qu'il s'adresse à des enfants de 8, 9, 10 ans. C'est une phrase, sujet, verbe, objet. Point final. Il y a une étude qui a été menée, c'est une analyse de contenu qui a été menée par un linguiste. Et ce qu'on apprend de cette étude, c'est que le nombre de mots en moyenne dans chaque phrase de Trump se situe entre 9 et 10. Donc 10 mots, c'est rien. Mais en 10 mots, il réussit à communiquer sa vision. Et quelle est la moyenne d'une phrase normale? Alors si on compare par exemple à d'autres présidents, Biden, Obama, ça se situe vraiment dessous des anciens présidents. C'est un style qui est très très simpliste et qui ne cherche pas nécessairement à convaincre, mais surtout à faire parler de lui. Et Trump, il faut le savoir, voilà, c'est une bête médiatique. Il l'a compris. Celui qui va gagner, c'est pas celui qui possède les arguments les plus puissants, mais c'est lui qui va savoir dominer le moment médiatique, qui va dominer la politique, qui va dominer l'attention. Donc il a tout compris. C'est une recette qui est simple, mais c'est une stratégie qui est bien rodée. Par exemple, il va utiliser des mots qui ont une charge très très connotée. Il va miser sur ce que j'appelle l'hyper-pathos. Donc le pathos, c'est un des piliers de la rhétorique qui est basé sur l'affect, sur les émotions. Donc il mise moins sur des faits, sur la logique, sur des arguments rationnels. Il va davantage mobiliser des émotions. Donc Trump, essentiellement, il ne cherche pas à faire résonner son public cible, mais il cherche à susciter des réactions. Voilà. C'est bon ou c'est mauvais? Alors, ça dépend du point de vue, ça dépend à qui on le demande. De son point de vue en premier, mais ensuite d'une autre. De son point de vue, visiblement, ça fonctionne comme recette. Ça fonctionne. Maintenant, qu'on vient le temps d'analyser l'état du débat public, c'est sûr que Trump il va faire usage de plusieurs stratagèmes. Un des stratagèmes, c'est ce qu'on appelle le Gish Gallop. Donc le Gish Gallop, essentiellement, c'est on va inonder son adversaire de flots d'arguments. Donc on va le submerger, on va le bombarder d'affirmations.
Et la conséquence, c'est que l'adversaire n'a pas le temps de réfuter dans le temps imparti. Et ça, c'est une technique qui est couramment utilisée par Trump dans les débats, que ce soit avec Kamala Harris, avec Joe Biden, ou dans les rallyes, ou bien dans des entrevues médiatiques. Vous avez parlé d'émotion. Trump a remporté une victoire spectaculaire que plusieurs n'attendaient pas lors des dernières élections présidentielles. Je le rappelle, il a gagné le vote populaire, ce qui est la dernière fois qu'un républicain avait réussi, je crois que c'était Reagan. Peut-être Bush père, mais j'en doute. Et bien sûr, il a gagné la présidence, le Sénat et la Chambre des représentants. On pourrait dire que c'est largement grâce à son discours qui a fait appel au cœur des Américains, l'Américain moyen, l'Américain qui vit dans ce qu'on appelle le flyover country, là, entre New York et Los Angeles, en gros. Est-ce que son discours a réellement réussi à susciter les émotions que j'ai mentionnées? Et comment est-ce qu'on explique son succès rhétorique, surtout dans la perspective où les médias, depuis au moins 2015-2014, lors de la primaire républicaine, l'ont attaqué, en particulier à cause de sa façon de, comme vous l'avez mentionné, de parler de façon des fois un peu trop agressive, là, si on fera. Mais comment expliquer son succès rhétorique? Alors, le succès rhétorique, c'est que il ne cherche pas à complexifier les messages. Il y a un indice qui s'appelle l'indice Coleman-Leo. Essentiellement, c'est un indice qui mesure la lisibilité des textes, donc la compréhension des textes. On cherche à déterminer quel est le niveau scolaire pour comprendre un texte. Une étude s'est penchée là-dessus et on a compris que les discours de Trump pouvaient être compris par des jeunes de 9-10 ans. Donc des textes, des discours compréhensibles par des enfants. Il a compris que pour gagner, il fallait miser sur la simplicité. Il a compris également qu'une façon de se distinguer de l'élite, c'est de parler comme la classe moyenne. Il veut être cohérent avec... Classe ouvrière peut-être même. La classe ouvrière également. Et peut-être c'est une question que tu me poseras plus tard, mais il prépare le terrain idéologique à travers sa rhétorique. C'est-à-dire que la forme, elle sert le fond du message de Trump. Je dirais que l'équation est très simple. Forme égale fond pour Trump. À ce point-là, parce que d'habitude, on va séparer la forme et le fond. Quoiqu'un prof universitaire va parler avec une certaine forme qui va être reliée au fond. Mais quand vous dites la forme relie le fond, est-ce qu'on doit comprendre que Trump, littéralement, utilise une rhétorique de cassure des élites ou de séparation des élites? J'ai envie de dire les élites côtières face, comme j'ai dit, à l'interland américain. Il incarne l'interland américain ou l'américain moyen, classe ouvrière, qui a peut-être perdu son emploi grâce à la désindustrialisation du pays. Est-ce que c'est joué? Est-ce que c'est surjoué ou est-ce qu'il y croit? Est-ce qu'on peut, j'ai envie de dire, percer la rhétorique pour savoir si, en fait, ce n'est qu'une rhétorique ou est-ce que, littéralement, il est habité par ses idées? Alors, je ne crois pas qu'il est habité profondément par ses idées. Je pense qu'il a trouvé la recette gagnante pour gagner, pour s'inscrire dans le débat et pour faire parler de lui. Encore une fois, c'est une bête médiatique. Il n'agit pas comme un homme d'État, mais plutôt comme un acteur de télé-réalité, à mon sens. Donc, la forme rhétorique, donc la stratégie discursive de Trump, à mon sens, elle cherche à remplir en fait un certain vide intellectuel. Ce n'est pas un intellectuel, Trump, ça on le sait, ce n'est pas un penseur, mais c'est quelqu'un qui cherche à créer un pont émotionnel avec l'Américain moyen. J'allais poser la question, je voulais enchaîner avec Zelensky, mais avant, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale. Mais j'écoutais des entretiens de Donald Trump qui dataient des années 90, et en fait, son discours n'a à peu près pas changé depuis. Et bizarrement, à l'époque, apparemment, il était démocrate. Je ne sais pas qu'il faisait la politique, mais il était associé aux démocrates. Oui, il a fait des dons. Il a fait des dons, et il se définissait comme tel à l'époque, politiquement parlant, comme étant un démocrate. Et quand on écoute ce qu'il disait à l'époque, c'est vraiment pas différent de ce qu'il a dit lors de sa conquête des primaires républicaines. C'est pour ça que j'avais tendance à croire que ici la forme émanait du fond, même si Trump, de toute évidence, vient de l'élite new-yorkaise, immobilière, l'élite des affaires, et il est richissime, et clairement pas de la classe ouvrière. J'ai l'impression que c'était quand même assez incarné. Est-ce que vous avez dit que non, mais
est-ce qu'il y aurait une chance que ça soit incarné, en fait, ou, comment dire, il s'est rendu compte, comme vous savez, qu'il pouvait gagner en disant la chose. Il l'avait toujours dit de toute façon. Et donc, on va continuer dans la même voie. Il s'inscrit dans la rupture. Donc Trump, il s'inscrit dans la rupture. Et ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a une mythification de soi. Il se considère un petit peu comme le sauveur providentiel, celui qui remettra la gloire américaine sur les rails. Donc oui, il y a une incarnation, c'est-à-dire que, voilà, tu l'as noté, c'est-à-dire que même à l'époque, il avait le même discours, donc il y a une cohérence idéologique. Il y a une cohérence idéologique, et pour susciter l'adhésion, susciter le respect de cet Américain moyen, il faut qu'il parle comme cet Américain moyen. Donc d'où cette rhétorique populiste, simpliste, qui s'inscrit dans la rupture, qui s'inscrit dans l'opposition binaire. Par exemple, lorsqu'il parle de l'immigration, c'est toujours associé à une vision négative. Donc aux immigrants, il va associer des termes tels que violent, rapiste, etc. Et il y a une étude qui s'est penchée sur le registre de Trump à travers les années, donc entre 2016 et 2024. On constate que de 2016 à 2020, il adoptait plutôt un registre axé sur l'économie. Et au fil du temps, ça s'est effrité et on assiste à un registre militarisé, beaucoup plus violent. Si on regarde les termes qu'il emploie fréquemment, on parle d'immigration, on parle de traître, on parle d'ennemis des États-Unis. C'est un discours qui devient de plus en plus agressif et de plus en plus violent à travers le temps. Justement, quelle est la différence entre Donald Trump en 2016, sa victoire, 2020, sa défaite, et 2024? J'ai eu la même impression. Je le crois qu'il s'est déplacé un peu plus vers la rhétorique de moins en moins nuancée, quoiqu'elle n'était déjà pas très nuancée en 2016, mais en 2016, j'ai l'impression qu'il était un peu naïf encore, dans le sens qu'il croyait qu'elle allait recevoir un traitement égal de la part des médias. Et donc, il s'auto-réglementait, si on peut dire, au niveau verbal et rhétorique. En 2020, déjà un peu moins, il s'est senti non seulement floué, mais triché, comme si on lui avait volé la présidence, particulièrement à partir des médias, mais pas que. Et en 2024, il s'est dit plus rien et il va jusqu'au bout. Est-ce que je me trompe? Ah oui, maintenant, c'est un jusqu'au boutiste. Il n'a absolument rien à perdre. Il a le Sénat, il a la Chambre, il a le vote populaire, le collège électoral. Donc, il a toutes les conditions gagnantes. La voie est libre, il peut faire tout ce qu'il veut. Donc, oui, en 2016, on peut considérer que son discours était un peu plus sobre, un peu plus posé. Il semblait extrême pourtant à l'époque. Et qui était extrême à l'époque, effectivement. Mais maintenant, voilà, le terreau est fertile pour ce populisme rhétorique. Donc voilà, ce qu'il fait, c'est qu'il en profite. Il profite de cette situation, du contexte actuel. Le simple fait de considérer son grand partenaire économique, c'est-à-dire nous, les Canadiens, comme un ennemi, on note qu'il y a une rupture qui s'est dessinée dernièrement. Donc oui, on note une évolution, plutôt une dégradation de la rhétorique de Trump à travers les années. Est-ce que ceci explique sa montée en puissance? Ses résultats de 2024 étaient supérieurs à 2016, où il a gagné les deux, on s'entend. Il était supérieur à 2020, bien évidemment. Et t'as envie de dire, plus il était extrême dans ses propos, moins c'était nuancé, plus il gagnait politiquement. Alors, je ne dirais pas qu'il y a causalité, peut-être qu'il y a corrélation, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on avait aussi le Parti démocrate qui ont un état de mort cérébrale, comme dirait l'autre. Donc, il y a une combinaison de facteurs qui ont facilité, bien évidemment, sa réélection. Mais c'est sûr qu'avec une rhétorique aussi incisive que la sienne, il a réussi à rallier les désillusionnés américains. Il y avait même, n'oublions pas, ce ne sont pas que des Blancs qui ont voté pour Trump. On a aussi les communautés ethniques, la communauté latino, les personnes d'ascendance africaine également. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas simplement le candidat des Blancs.
Non, en effet, certains nomment la chose comme étant la nouvelle grande coalition républicaine, en fait, latino avec les mâles, les hommes afro-américains et la classe ouvrière blanche, en fait. Mais j'allais dire, vous n'avez pas mentionné par nom, mais Kamala Harris, qui, d'après la plupart des analystes, a eu une campagne absolument terrible, atroce, qui n'a pas refusé, mais qui apparemment aurait mis des conditions inacceptables à Joe Rogan, par exemple, pour participer à son podcast. On sait que le podcast de Trump à Joe Rogan, il a duré quelque chose comme 3 heures, a été visionné par, j'ai envie de dire, 10, 15 millions de personnes. C'était énorme. Harris a enfilé les erreurs rhétoriques, notamment. Quelle note lui auriez-vous donné ou lui donnez-vous pour sa dernière campagne qui, clairement, s'est soldée en échec? La campagne ou bien c'est sa rhétorique, dans la campagne. Ouais. Ouf, une note, bon, c'est assez subjectif. Ou une analyse. Mais, l'analyse, c'est que elle a beaucoup misé sur des facteurs de gauche qui n'intéressaient pas beaucoup l'Américain moyen. Donc se rattacher beaucoup à cette aile gauchiste du Parti démocrate, disons que ce n'était pas la condition gagnante pour rapatrier ces Américains désillusionnés. Et puis sur le plan de la rhétorique, je ne l'ai pas trouvé mauvaise face à Trump. Trump, il joue le jeu de Trump, c'est-à-dire c'est un personnage à part entière. Débattre avec lui, c'est tout un exercice. Hein. On ne peut pas débattre avec Trump. Apparemment, il ne se préparait jamais. Hein. Il se présentait sans notes, sans quoi que ce soit, tandis qu'elle, c'est des heures de préparation. Oui, et je comprends parfaitement parce que Trump, il balance des affirmations, il ne mise pas sur le logo, ce n'est pas argumenté, ce n'est pas fouillé, ce sont des déclarations qui n'émanent pas d'une démonstration, d'un grand raisonnement. Et encore une fois, je reviens à cette technique du Gish Gallop. Donc, à force de balancer ces affirmations, eh bien, ça déstabilise l'adversaire. Alors, comment est-ce que je peux noter Kamala Harris ? Eh bien, je pense qu'elle a su conserver son calme lors des débats, mais visiblement, ça n'a pas fonctionné. On l'a vu avec l'élection, 77 millions d'électeurs qui ont voté pour Trump, ce n'est pas rien. Surtout après une présidence Biden. Surtout après une présidence Biden, oui. Restons dans la rhétorique, mais cette fois-ci à l'extérieur des États-Unis, ou du moins les relations entre les États-Unis et l'étranger. On en a fait les frais ici au Canada, soyons francs. Trump s'adresse au chef d'État d'une façon assez unique. Comment interpréter la chose? Est-ce qu'encore une fois, il y a un fond ici à la forme, ou c'est seulement Trump qui se laisse aller publiquement, ou il tente d'accomplir quelque chose de plus spécifique qui nous échappe peut-être? Je pense encore une fois, c'est dominer l'attention médiatique. C'est une rhétorique de déshumanisation. C'était une scène assez choquante et très humiliante. S'adresser de la sorte avec Zelensky. Rappelons cependant que les 50 premières minutes sur 55 ou 60 minutes se sont passées de façon très cordiale. C'est juste que les médias n'ont fait que jouer les 5 ou 10 minutes où, oui, en effet, ils s'engueulent à la Maison-Blanche. Mais il l'a alimenté. Ouais. Il a alimenté cette attention médiatique. Je pense, encore une fois, il n'était pas seul. Hein. Il était accompagné de J.D. Vance. Qui n'était pas plus pacifique. Hein, voilà, il n'était pas du tout pacifique. C'était vraiment de la surenchère. Donc, on assistait à une scène de surenchère, une rupture à cette tradition de la diplomatie cordiale. Donc, il n'y avait rien de diplomatique dans cette scène. Alors, encore une fois, si on a à analyser la stratégie de Trump, c'était simplement de jouer la carte de Trump. Donc, il est très authentique. Une chose qu'on ne peut pas retirer de Trump, c'est que c'est un personnage authentique. Il est lui-même. Ceci dit, il semble avoir obtenu ce qu'il voulait, hein, l'entente sur les minéraux critiques d'Ukraine. Et surtout, Trump et Vance représentaient l'aile du Parti républicain qui était de plus en plus critique de l'implication américaine en Ukraine. Il ne pouvait pas paraître, j'ai envie de dire, trop attaché à la cause ukrainienne malgré le fait que Zelensky était là. Il ne peut pas non plus les abandonner instantanément comme ça devant les caméras. Là, ça aurait été une erreur en termes de relations internationales absolument gigantesque. Mais la forme ici semblait servir le fond, non? Dans le sens où les États-Unis, ou surtout Trump en particulier, voulaient mettre fin à la guerre en Ukraine. Et j'ai l'impression que l'administration Trump-Vance semble assez influent.
avait jugé que l'Ukraine est un obstacle aussi important que la Russie dans l'atteinte d'une entente pacifique entre les deux pays. Est-ce que la politique étrangère de Trump maintenant se joue en partie par sa rhétorique? Et il faut y comprendre justement qu'il y a une logique. C'est pas de c'est pas de la folie. On a tendance à réduire Trump à la folie, mais en fait, même le discours envers le 51e État, quand tu y penses, théoriquement, ça donnerait accès au passage du Nord-Ouest aux États-Unis, ce qui est l'équivalent du canal de Panama, encore une fois, qui est revenu en termes de points stratégiques commerciaux mondiaux, en termes de voies maritimes commerciales importantes. Il semble y avoir du fond un peu partout, non? Il y a du fond, mais c'est un fond qui est parfois contradictoire. Alors, du jour au lendemain, imposer des tarifs douaniers au Canada, ensuite les retirer, les imposer, les retirer. Donc, on sent aussi que la réflexion n'est pas aboutie. On sent qu'il est dans la provocation. On sent qu'il cherche à déstabiliser le Canada. Mais voilà, il n'a pas réussi. Ce qu'on a observé ces derniers temps, c'est ce sursaut patriotique au Canada dont on avait besoin. Je veux dire même que c'était l'électrochoc dont on avait besoin. C'est un électrochoc dont on avait besoin. Est-ce que vous allez nous parler d'indépendance du Canada maintenant? Ça c'est un autre sujet. Mais c'est vrai, souvent on n'associe pas le Canada au patriotisme. Voilà, les gens, le Canadien moyen, c'est un Canadien qui est tranquille, qui reste chez soi. On n'a pas cette même politique, cette culture politique que les Américains. Mais voilà, il nous provoque. On assiste alors à un sursaut patriotique chez nous. Mais encore une fois, je pense qu'il s'inscrit dans la provocation. Mais c'est une provocation qui est sans doute calculée. C'est une provocation qui est calculée au sens où, ne l'oublions pas, il cherche à annexer le Canada, donc en déstabilisant, en créant le chaos. Et c'est un chaos qui est organisé, en quelque sorte. C'est une stratégie qui est bien rodée. Sans doute que l'idée, c'est de susciter le chaos au Canada et voir si un jour on serait désespéré comme Canadien et qu'on souhaiterait peut-être rejoindre les États-Unis comme 51e État. Est-ce qu'il y a un rapport entre la rhétorique trumpienne et ce que certains appellent la polarisation en Occident en particulier, aux États-Unis en particulier, je devrais dire, mais qu'on voit un peu partout en Europe? Bon, dernièrement, l'Alternative für Deutschland, qui est un parti anti-Europe, anti-migrationniste en Allemagne, qui n'a pas remporté une victoire, mais qui est passé de quoi? 1 ou 2% à 20% des voix, je crois. Bien sûr, le Rassemblement national en France et même la France insoumise, qui est très à gauche, deux partis extrêmes, montent dans les sondages presque quotidiennement. Comment dire? Mélanie en Italie, on pourrait qualifier entre guillemets d'extrême droite. On voit un peu la même chose un peu partout en Europe, même ici avec Pierre Poilievre, qui s'est ainsi perdu des plumes, mais qui avait clairement utilisé une forme de populisme pour monter dans les sondages avant l'arrivée de Mark Carney. Est-ce que la rhétorique trumpienne reflète l'état des esprits en Occident? Oui, c'est une recette que l'on observe en Europe. Par exemple, Giorgia Meloni, elle utilise beaucoup la rhétorique populiste, mais elle va faire des références à la tradition chrétienne. Donc, elle va mobiliser dans ses discours l'importance de la famille, l'importance de la tradition, l'importance de la religion. Par exemple, il y a un discours qui est très connu, c'est sur YouTube, c'est « Sono una madre, sono una... » Je suis une femme, je suis une mère. Et elle maîtrise bien aussi le rythme ternaire. Donc, sur le plan rhétorique, elle sait ce qu'elle fait. Donc, elle a aussi une stratégie discursive qui est bien réfléchie. Et la politique de la polarisation, ça fonctionne parce que ça crée des clivages. Et quand on crée des clivages, on réussit à mobiliser un pan de la société qui, encore une fois, était désillusionné par les dirigeants de l'époque. Parfait. Passons au Canada. De toute évidence, les élections ont été annoncées, donc ça va être déclenché le 3 avril, je crois. Très bientôt. Non. 20 avril, si je m'abuse. Pardon. Mais les élections, la période électorale commence ce dimanche, je crois. C'est ça, exactement. Pardon. Donc, Mark Carney, bien sûr, nouveau premier ministre, mais qui va donc faire face aux urnes, face principalement à Pierre Poilievre, mais bien sûr, il y aura le NPD, le Bloc, notamment, qui seront du jeu aussi.
Quel est le style rhétorique, probablement, de Mark Carney, maintenant qu'il fait les manchettes presque quotidiennement? C'est un style rhétorique, je dirais, sobre, mesuré, pondéré et technocratique. Nous ne l'oublions pas, c'est un banquier, il était gouverneur de la Banque du Canada, gouverneur de la Banque d'Angleterre. Donc il incarne vraiment l'image de l'homme d'État mesuré, pondéré, financier. Si on le compare à Poilièvre, c'est deux mondes complètement différents. C'est-à-dire Poilièvre, il mise sur le populisme, il mise sur les clivages. Encore une fois, il a adopté la rhétorique trumpienne jusqu'à ce que Trump arrive au pouvoir et qu'il a compris que, ce n'est plus la stratégie gagnante. D'autant plus qu'on a un Mark Carney qui a été nommé à 90% par les militants libéraux. Et là, maintenant, on voit dans les intentions de vote, ils sont presque ex-aequo, les conservateurs et les libéraux. Donc, il y a une nouvelle stratégie que Poilièvre a déjà commencé à déployer, qui, je dirais, est beaucoup plus modérée et qui s'inscrit plus dans l'élan patriotique que l'on vit actuellement. Et comment analyser le style rhétorique de Poilievre? Bien sûr, il a adopté un style similaire à Trump depuis un certain temps, mais à mon avis, du moins, il n'aura pas vraiment le choix que de s'ajuster, de changer de ton, même si ça lui a servi jusqu'à maintenant. L'arrivée de Trump et surtout l'animosité de Trump envers le Canada et les menaces, encore une fois, d'annexion, semblent l'avoir miné de façon significative. Mais là, il doit changer. Donc, comment juger le style rhétorique jusqu'à maintenant de Poilievre et comment doit-il l'ajuster pour lui permettre de rester en avant dans les sondages et peut-être former une majorité ou du moins une minorité lors des prochaines élections avec le Parti conservateur? Alors, c'est très intéressant avec Poilievre parce qu'il y a un avant Poilievre et un après Poilievre. Avant Poilievre, il misait beaucoup sur des slogans percutants. Poilievre, avant Trump. Oui, mais il y a un avant et après, effectivement. Oui. Donc Poilievre, il misait sur des slogans incisifs, par exemple Canada is broken, Axe the tax, Just inflation. Donc il était très bon dans ses slogans. Et maintenant, il a compris qu'il devait incarner ce patriotisme canadien. Donc il ne parle plus de Canada is broken, mais Canada d'abord. Donc il a compris qu'il fallait qu'il ait un rebranding rhétorique, qu'il adopte un style un peu plus sobre. Et pour gagner, bien entendu, il fait face à un candidat rassurant, Mark Carney. Il fait face à un candidat expérimenté. Je vais mobiliser un autre élément rhétorique que l'on appelle l'éthos. Donc l'éthos, c'est tout ce qui repose sur la crédibilité, la réputation d'un candidat. Et la crédibilité de Mark Carney, elle repose sur son expertise économique. Ne l'oublions pas, il a fait Harvard, Oxford, il a un doctorat, c'est un banquier, c'est un gestionnaire de crise. Il est reconnu comme gestionnaire de crise. Et en face de lui, il se retrouve avec un Poilievre qui est politicien de carrière, qui n'a pas fait grand-chose que la politique, et qui est simplement connu pour son aisance communicationnelle et pour ses punchlines, formules choc. Donc il se retrouve, je dirais, déstabilisé face à l'envergure de Mark Carney. Mais ce que Mark Carney n'a pas que Pierre Poilievre a, c'est cette chaleur humaine. Donc c'est ce que... il devra développer un petit peu, miser davantage sur le pathos, créer un pont émotionnel avec l'électorat que Pierre Poilievre possède déjà. Alors, est-ce que Pierre Poilievre entreprendra un virage idéologique? Non, pas du tout. C'est sûr qu'il va... mais rhétorique peut-être. Rhétorique, oui. Mais le virage idéologique, je ne pense pas qu'il va s'inscrire en rupture totale avec Trump. Non, mais simplement adoucir ses propos et miser peut-être davantage sur le consensus. D'être en confrontation maintenant avec Trump, là, ça serait électoralement au minimum suicidaire. Absolument. D'avoir un discours qui encouragerait, j'ai envie de dire, le discours trumpien rendu là. Avant, ça aurait pu fonctionner chez un certain électorat, mais aujourd'hui, il n'y a plus le choix de confronter Trump face à face, non? Oui, parce que c'est un boulet électoral. Il doit se distancier de toute proximité rhétorique avec Trump. Il ne doit plus être associé, il ne doit plus être étiqueté comme l'allié de Trump.
Et on le voyait dernièrement, lorsque les journalistes lui posaient des questions, il était très ambigu, il était moins affirmatif, il tournait autour du pot. Mais maintenant, il n'a pas le choix. Les élections arrivent à grands pas. Donc tout son discours d'antan qui reposait sur Justin Trudeau, et en fait, il était choyé, il avait la parfaite victime. Maintenant, il se retrouve face à un Mark Carney, donc il doit absolument restructurer sa stratégie rhétorique. Est-ce que Mark Carney, bon, vous l'avez dit, il détient un doctorat en économie, si je ne m'abuse, Harvard, Oxford, gouverneur de la Banque centrale du Canada et de l'Angleterre. Il me fait penser, mais, du moins au point de vue du CV, avec Natieff et Stéphane Dion à l'époque, qui ont été des échecs absolument monumentaux, malgré le fait que c'était des profs universitaires, donc des intellos, j'ai envie de dire, qui maîtrisaient une certaine rhétorique, un certain niveau de rhétorique, et qui est venu après celui-là et qui a finalement gagné, Justin Trudeau, qui a quoi, je ne sais pas s'il y a un bac, mais admettons, qui est instructeur de ski et pourtant qui a tout raflé pendant presque 10 ans. Ça pourrait pas être un boulet, finalement, pour Mark Carney, ce que j'imagine que Poilievre va qualifier d'élitiste et de globaliste. Oui, il le qualifie déjà d'élitiste. Mais en ces temps assez durs, dans un contexte de crise tarifaire, on a besoin d'un leader expérimenté, rassurant, et qui a déjà cette expertise et expérience dans la gestion de crise. Donc, Mark Carney, il va incarner l'image institutionnelle, il va incarner l'image internationaliste, alors que Pierre Poilievre, il va davantage miser sur le Canadien moyen, le Canadien de l'Ouest. Bon, maintenant, il y a un terrain, il y a un morceau qui a été grugé par Mark Carney, c'est-à-dire l'abolition de la taxe pour les consommateurs, pour les ménages. Donc, c'est un argumentaire de moins. La taxe carbone. La taxe carbone, pardon. Donc, la taxe carbone pour les ménages, pas pour les entreprises encore. Donc, ce morceau a été grugé du terrain de Poilievre. Donc, Poilievre devrait, encore une fois, se repositionner. Mais pour répondre à ta question, est-ce que c'est un boulet d'incarner cette image institutionnelle, élitiste, à la Stéphane Dion, à la Ignatieff? On a un contexte particulier. On a un contexte particulier, crise géopolitique, crise avec notre grand partenaire économique. Je ne pense pas que, d'autant plus avec les intentions de vote actuellement, on est actuellement ex-aequo, ils perdent des plumes, les conservateurs. Je pense qu'il y a cette attente à ce qu'on ait un chef qui serait en mesure de tenir tête à Trump. L'effet Carney en ce moment se fait sentir, vous venez de le mentionner. Vous l'avez dit, là, dans les sondages sont presque nez à nez. J'ai regardé Polymarket. Pour ceux qui connaissent, c'est un site de paris sur des événements politiques et autres, de toutes sortes d'ailleurs. Et Polymarket avait prédit la grande victoire de Trump comparativement au sondeur qui s'était vraiment planté. Petit à côté, il y a un investisseur français qui avait parié 20 millions d'euros, je crois, que Trump allait gagner non seulement le vote populaire, la Chambre et le Sénat, et de toute évidence, il a gagné, je pense, 70 millions d'euros au total qu'il a gagné sur Polymarket. Oui. Et Polymarket, j'ai regardé hier, je crois, en soirée, avait Mark Carney à 57% de probabilité de victoire pour devenir premier ministre. Ça ne disait pas minoritaire ou majoritaire, par contre, quoique peut-être qu'il y avait une des zones de Paris qui était sur cette question-là, mais 57%, il faut dire que Carney était à 14% en janvier. Donc, ce que j'allais dire, c'est on sent l'effet Carney, oui. Mais tôt ou tard, ça va s'évaporer un peu. Là. Il va y avoir... les gens vont passer à autre chose, j'ai envie de dire. Bon, il y a la course à la chefferie, mais des libéraux ont voté pour un libéral, donc on s'attendait à ce que, bien sûr, il y ait un triomphe, mais là, il va faire face à l'électorat moyen. J'imagine que Poilievre va passer à la contre-offensive médiatique tôt ou tard. Là, ça tarde, j'ai l'impression, mais là, la période électorale commence. Une fois que la lune de miel est terminée, comment est-ce que Carney peut, j'ai envie de dire, passer à l'offensive ou du moins s'assurer de garder, j'allais dire, l'avance. On ne sait pas si c'est exactement l'avance, mais d'après Polymarket, il l'est. Il va falloir qu'il fasse quelque chose de plus que de sourire devant les caméras tôt ou tard. Et pour l'instant, j'ai rien entendu qui était particulièrement trumpien dans son appel aux émotions canadiennes, si je peux dire. Alors, je dirais, est-ce qu'il y a un effet Carney? Oui, absolument. Mais il y a aussi un effet démission de Justin Trudeau. Donc, c'est-à-dire que l'effet Carney se fait ressentir aussi parce que voilà, Justin Trudeau a démissionné. Carney s'inscrit en rupture. Il a quand même aminci
le cabinet ministériel, il a retiré les grands amis proches de Trudeau, il a retiré quelques ministères, notamment ministère de la condition féminine, ministère de la langue française. Il a retiré, je pense, c'est ça, ministère de la diversité. Donc je pense qu'il s'inscrit un petit peu, il se droitise davantage, de centre-droite, plus que Justin Trudeau, visiblement. Et je pense que c'est une stratégie qui lui permettra d'être un peu plus apprécié des Canadiens qui ont été désillusionnés par ce socialisme un petit peu trudeauiste, ce post-nationalisme trudeauiste qui ne veut absolument rien dire, le post-nationalisme. Et je pense que Carney va s'inscrire en rupture de cette tradition de Trudeau, va redéfinir l'identité canadienne, dans un contexte de crise géopolitique tarifaire avec les États-Unis. On a parlé de forme et de fond pour Trump. Est-ce que la forme et le fond sont enlignés pour Carney et Poilievre? Alors là, ça, c'est une très, très bonne question. On connaît mal Carney. Hein. En fait, je connais mal Carney peut-être, là, mais j'ai l'impression... On savait qu'il a été conseiller et gouverneur des banques centrales, etc. Ceci dit, vu qu'il n'a jamais été un personnage public... Il travaille dans l'ombre. Exact. Et on le connaît peu, donc on a envie de dire, est-ce que ce qu'il dit publiquement est-il vraiment le résultat de ses pensées profondes, de ses croyances, ses convictions profondes, comme certains diraient aujourd'hui? Poilievre, on a envie d'y croire, dans le sens qu'on le connaît depuis plus longtemps. On sait que ce qu'il dit, il l'a à peu près toujours dit, là, même s'il a peut-être adopté son style un peu avec le temps. Donc, est-ce que le style est en ligne avec le fond dans les deux personnages? Alors oui, c'est-à-dire que le style de Carney est très sobre. Ça ne pourra pas rester sobre trop longtemps. Non, plus, ça ne peut pas parce que ça ne fonctionne pas. La sobriété en politique, ça ne fonctionne pas trop. C'est pas la recette gagnante, ça emmerde. Ça ne suscite pas l'intérêt. Il faut que ça soit un petit peu épicé. On aime bien les candidats qui adoptent, qui misent aussi sur le pathos. Hein. C'est une question de dosage. Logos, ethos, pathos. Donc actuellement, je pense qu'il joue la carte de Rappelez-nous logos, pathos et ethos un peu. Oui, donc c'est le fameux triangle aristotélicien. Ce sont les trois piliers techniques qui permettent de renforcer la solidité de son argumentaire. Donc le logos, ce sont des arguments logiques. Donc je vais mobiliser des statistiques, des données probantes. Le pathos, c'est tout ce qui repose sur les émotions. Donc pathos pour pathétique. Je cherche à susciter l'assentiment, l'adhésion de mon public cible en éveillant quelques émotions, en éveillant par exemple l'indignation, la colère, l'espoir. Et puis on a l'ethos, donc E-T-H-O-S, qui renvoie à l'image que l'on renvoie de soi. Donc c'est tout ce qui repose sur la crédibilité, la réputation, notre statut social, notre parcours académique, parcours professionnel. On a ce qu'on appelle l'éthos pré-discursif, c'est tout ce que vous savez de moi avant même que je n'ouvre la bouche. C'est-à-dire que voilà, vous avez sans doute googlé mon nom, voir quel est son parcours professionnel, quel type de client est-ce qu'elle l'accompagne, etc. Et ça vous permet de créer une perception à mon endroit. Donc ce sont trois piliers fondamentaux en rhétorique et il faut bien les doser. C'est-à-dire s'il y a trop de logos, on risque de tomber dans un discours froid, déconnecté. Voilà, c'est ça. Trop de pathos, on risque de tomber dans un discours populiste. Et peu d'éthos, eh bien ça suscite la méfiance. Essentiellement, pourquoi est-ce que je devrais accorder une attention à ce que tu dis ? Si tu n'as aucune expertise sur le sujet, si tu n'as pas prouvé que tu pouvais réussir dans ce domaine. Et Mark Carney, il incarne parfaitement l'éthos. Il a fait ses marques. Il est considéré comme un gestionnaire de crise aguerri. Sur le plan du logos, ça se voit, ce sont des arguments factuels qu'il mobilise. Et enfin, ce qui lui manque, c'est le pathos, donc créer un pont émotionnel avec l'audience, avoir un style un peu plus imagé. Et puis, n'oublions pas, il y a aussi la barrière linguistique. C'est sûr que quand il communique... En ce qui a trait au français. Pardon ? En ce qui a trait au français. En ce qui a trait au français, exactement. Il n'a pas cette même aisance.
Oui, il s'est débrouillé plus ou moins, mais ça nécessite encore beaucoup de boulot, beaucoup de pratique pour créer un effet qui soit durable. Est-ce qu'il y a eu un débat en français au cours de la chefferie, la course à la chefferie? Il y a eu un débat en français, oui. Et ça a été pénible. Pénible. Pour tous les candidats, en fait, je pense. Tous les candidats. Mais je lève mon chapeau pour cet effort, mais effectivement, ce n'est pas le même niveau que les débats en anglais. Ça se voyait qu'ils étaient beaucoup plus à l'aise, qu'ils allaient jusqu'au bout de leurs arguments. C'était moins répétitif. En français, c'était essentiellement des formules assez creuses. Voilà. Et pour ce qui est de Poilièvre, fond et la forme, mais pathos, logos et ethos, quelles sont ses forces et faiblesses? Sa force, c'est le pathos, donc il réussit à susciter des émotions, il joue très bien avec les mots. Moi, je ne vais jamais oublier le fameux... c'est l'application de la Covid, scam. Il l'appelait comment, mon Dieu? Oui. Mon Dieu, le nom m'échappe, mais bref, il a fait un jeu de mots. Arrive Scam, Arrive Can, voilà, je l'ai trouvé. Donc, l'application Arrive Can, on a découvert le grand dépassement de coûts. Qui a coûté 10 fois ou 100 fois plus cher que le prix initial de la chose. Exactement. Et il a trouvé un moyen d'étiqueter la mauvaise gestion des fonds publics par Trudeau, par la fonction publique, en surnommant Arrive Can de Arrive Scam. Et ça, c'est très fort parce qu'à force de répéter, ça crée une illusion d'évidence, une illusion de vérité. Et ça aussi, c'est un concept qui est fortement mobilisé par Trump, c'est la répétition. On répète, et à force de répéter, on imprime cette réalité dans l'esprit des gens, et ça devient une évidence, une vérité. On se rappelle de Crooked Hillary et Sleepy Joe. En rapport à Hillary Clinton et Joe Biden, qui avait fonctionné. Ça fonctionne très bien. Parce exactement. On s'en souvient encore. Et puis, donc c'est ça. Poilièvre, il maîtrise très bien le pathos. Le logos, moins que Carney. C'est-à-dire qu'on vient le temps de sortir des chiffres. Et lui, il est très bon pour sortir des fioritures. Il sait manier les mots. Et enfin, sur le plan de l'éthos, il a cette crédibilité politique, au sens il est légitime. Ça fait 15 ans qu'il est en politique. Il a été élu très jeune à la Chambre des communes. Très jeune, oui. Ouais. Et avant ça, je crois qu'il était conseiller politique au sein des conservateurs, peut-être même proche de Harper à l'époque. Voilà. Très proche de Harper. Donc c'est ça, il connaît que ce milieu, c'est-à-dire il en mange depuis qu'il est très jeune. Mais qu'on fait face à un Mark Carney qui était gouverneur de 2 grandes banques, c'est sûr que ça peut être un peu intimidant, intellectuellement parlant. Tout à fait. Amanda Fakihi, mot de la fin? Mot de la fin. Écoutez, je vous invite toutes et tous à suivre assidûment les débats, mais aussi à faire preuve d'esprit critique. Parce que dans un débat politique, les candidats ne cherchent pas forcément à convaincre, mais plutôt à s'en sortir bien, à créer un impact durable sur l'esprit des gens. Donc je vous invite à porter attention à leur plateforme. N'hésitez pas à questionner leur positionnement. Et puis, ne votez pas uniquement avec le cœur, mais votez avec la tête. En fait, une dernière question. Vos prédictions pour les élections fédérales qui viennent? Minoritaire, majoritaire, qui gagne? Ok. Donc, on parie? On parie un café? Ça dépend si notre prédiction diffère ou pas. Alors, je dirais majoritaire libéral. Majoritaire libéral. J'hésiterais entre minoritaire libéral ou conservateur. Mais majoritaire libéral. Ouais, d'accord. Finalement, Madame Fakihi, où pouvons-nous vous lire, vous suivre et vous contacter? Oui, alors je suis très active sur LinkedIn, donc Amanda Fakihi, Fakihi. Alors je publie des analyses rhétoriques, des études de cas. Et puis vous pouvez également me lire dans mon site web Tenet Stratégie avec un S. Merci beaucoup. Merci à toi.